Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et Marie-Lou. Et cette semaine, notre sujet principal, ce sont les jeux coopératifs. Et oui, une catégorie de jeux qui est très populaire. On va vous expliquer un peu c'est quoi et vous donner des exemples qu'on connaît. Ensuite, on va enchaîner directement avec nos expériences de jeux des dernières semaines parce que malheureusement, cette fois-ci, on n'a pas de magasinage à vous présenter. Si vous aimez ça, là, entendre parler de notre magasinage, vous pouvez aller écouter ou réécouter notre dernier épisode. On avait beaucoup dépensé et cette fois-ci, on s'est tenu un petit peu plus tranquille. Et on va terminer l'épisode avec des projets québécois qui sont, comme lors du dernier épisode, des événements qui vont, dans le monde ludique, qui vont avoir lieu prochainement. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec les jeux coopératifs. Et Marie-Lou, est-ce que tu peux nous donner une petite description brève de qu'est-ce qu'un jeu coopératif? Oui. Donc, en gros, c'est un jeu où tous les joueurs collaborent ensemble pour essayer de battre le jeu. Il y a certains jeux qui sont semi-coop, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs ou des points à ramasser par les joueurs qui vont faire que dans l'équipe de joueurs qui a réussi à remporter la victoire, il va y avoir un joueur en particulier qui va s'être démarqué et qui va être le grand gagnant. Mais bon, en réalité, le but, c'est vraiment de battre le jeu. Puis, il y a d'autres jeux aussi, là, c'est moins ça qu'on va aborder, mais il y a des jeux qui ont des aspects coopératifs sans être vraiment des jeux coopératifs. Par exemple, on pourrait penser à un jeu comme Descent, où si on joue à plusieurs, ben, il va y avoir un joueur qui va incarner le maître de jeu, et tous les autres joueurs vont collaborer ensemble pour essayer de battre le maître de jeu. Donc, il y a un aspect coopératif, mais c'est pas un jeu coopératif, c'est un jeu plus compétitif. C'est moins de ça qu'on va parler, on va parler plus du premier type de jeu que je vous ai parlé. Du côté un peu plus des caractéristiques des jeux coopératifs, c'est un type de jeu qui, je trouve, ça prête bien à des nouveaux joueurs, puisque c'est souvent facile d'aider les autres joueurs qui ont moins compris les règlements dans le jeu, vu qu'on joue tous ensemble. On s'entraide, donc s'il y a des règlements qui ont échappé aux autres joueurs durant les explications, ben, c'est facile de leur venir en aide. Et c'est souvent un style de jeu qui... En fait, c'est un style de jeu qui a un peu popularisé quand même les board games récemment, là, avec Pandémie qui est arrivé, puis qui a redonné un engouement, je pense, au board game à plusieurs joueurs qui ne jouaient pas ou à d'autres joueurs qui ont découvert le monde un peu plus ludique grâce à ce jeu-là, là, qui a fait une belle percée, je pense, il y a quelques années déjà. Oui, puis ça me fait penser aussi qu'il y a plusieurs personnes, quand je leur dis que je joue à des jeux de société, ils disent moi je suis mauvais perdant, donc je veux pas jouer contre mes amis à des jeux de société parce que je vais être en chicane avec après. Ben ça peut être une bonne solution pour ce type de joueurs-là qui sont un peu trop compétitifs. Ben là, ça leur permet d'explorer un autre aspect. Effectivement, puis on collabore tous ensemble, donc c'est vraiment un aspect qui est intéressant, puis il n'y a pas de... S'il y a des mauvais perdants, ben on va perdre tout ensemble, puis il va juste avoir plus de discussions pourquoi on a perdu, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour gagner. C'est cet aspect-là qui est intéressant dans ce type de jeu-là. Il y a des joueurs aussi, par exemple, qui pourraient avoir tendance à dire c'est de ta faute si on a perdu. Là. Ça, c'est un peu plate, là, mais j'espère qu'il n'y en a pas trop. C'est un style de jeu aussi que, vu que c'est... je sais pas si c'est parce que c'est en mode coop, mais il y a souvent des thématiques qui sont assez fortes, je pense, dans le jeu. Pandémie, c'est vaincre la maladie, trouver les remèdes. Il y a d'autres jeux, on a parlé de Descent aussi tantôt, mais on va vous donner d'autres exemples un peu plus après. Donc il y a souvent une thématique qui est forte, je pense, qui met un peu plus d'ambiance dans le jeu. Plutôt que d'essayer de battre les adversaires, il faut battre le jeu, donc il faut que le jeu ait un peu de vie, un peu d'une thématique autour qui est importante pour vraiment sentir qu'on fait quelque chose et non juste déplacer des cubes ou quoi que ce soit. Là, je pense que c'est vraiment important cet aspect-là dans les jeux coop. Là. Puis comme on disait, il faut vraiment avoir une bonne communication dans ces jeux-là, vu qu'on joue tous ensemble. Ouais. Si on se parle pas, je pense que ça rend le jeu pas très agréable. Il faut vraiment bien se comprendre, penser à nos stratégies dans ce type de jeu-là pour réussir à vaincre le jeu.
Ouais, il y a des jeux, par contre, qui ont des aspects limitatifs. Par exemple, ça pourrait être une conséquence négative, là, comme dans certains jeux, on pourrait, mettons, piger une carte qui va dire qu'on n'a pas le droit de parler aux autres joueurs. Ouais. Il y a aussi d'autres jeux, quand on a fait notre liste, qu'on a remarqué que ils empêchent la communication entre les joueurs au-delà d'une certaine limite. Là. Par exemple, mettons, Anabi, dans ce jeu-là, on peut donner des indices, mais on peut pas dire n'importe quoi. Là, Ouais. on est limité dans ce qu'on peut dire aux autres joueurs. Mais il y a d'autres jeux que c'est illimité. Là, on peut parler de stratégie autant qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi à l'occasion dans ce type de jeu-là des événements surprises qui sont dévoilés en cours de partie qui vont amener des événements différents dans le jeu qui vont changer le cours de la partie. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant, qui s'adapte bien. Si on pense à un jeu comme Pandémie Legacy qui, au cours de la partie, va modifier votre expérience de jeu. Donc ça, c'est très bien d'avoir ça dans ce type de jeu-là. Oui, il y a quelque chose qu'on voit de plus en plus pour ajouter des événements imprévus dans un jeu, c'est des applications mobiles qu'on installe là, sur une tablette et qui nous permettent de jouer aux jeux en coop. Des fois, c'est des jeux là, qui n'ont pas à la base de version coop et ça ajoute ça par la suite, donc ça augmente un peu la durée de vie d'un jeu. Là. C'est vraiment le fun comme initiative, je trouve. Ce qu'on voit surtout, c'est ça remplace des fois, on parlait de jeux contre de un joueur contre tous. C'est un peu ça vient contrôler le maître du donjon souvent. C'est des jeux un peu dungeon crawler qui va contrôler justement le donjon, puis on va tout être contre ce personnage-là, ce personnage virtuel-là qui va amener de l'imprévisibilité, là, comme dit Marie-Lou. C'est ce qui est très intéressant. C'est Fantasy Flight là, qui vient de commencer ça avec quelques-uns de ces jeux, là, qui est très intéressant. Et aussi, dans les jeux coop, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut souvent les jouer en solo. Parce que, bon, en coop, on travaille tout ensemble, mais en solo, on peut prendre toutes les décisions pour nous aussi, si on veut. Par exemple, comme dans Zombicide, on peut jouer toutes les quêtes et jouer plusieurs personnages en même temps. Ouais, puis justement, en parlant de personnages, dans les jeux coop, ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, il y a plusieurs personnages, puis chaque personnage va avoir une habileté propre. Là. Donc, quand on joue à plusieurs, ben c'est ça qui est le fun, là, d'avoir d'autres joueurs qui ont certaines habiletés spéciales. Donc là, il faut essayer de faire des combinaisons entre ces habiletés-là pour que ce soit le plus efficace possible. Là. Ouais, il y a souvent une complémentarité entre les joueurs qu'il faut avoir, qu'il faut garder en tête. Puis souvent, c'est en jouant plusieurs fois au jeu qu'on va comprendre que tel personnage est habile avec un autre personnage. Quel personnage il faut combiner ensemble, dépendant du nombre de joueurs qu'on est, pour en laisser de côté. Puis ceux-là sont peut-être moins intéressants pour le jeu, mais aller chercher vraiment ceux qui sont primordiaux, quand on est peut-être moins de joueurs. Ouais, c'est ça. Puis, le danger ou l'élément un peu désagréable des jeux coop, c'est que ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un joueur qui devient le joueur alpha, c'est-à-dire le leader du groupe, ou même un dictateur là, qui essaye de dire aux autres joueurs quoi faire à leur tour, puis qu'il veut pas entendre d'autres idées de la sienne, là, des joueurs qui sont pas capables de travailler en équipe, dans le fond. Ça, c'est un peu tannant, puis souvent, c'est les nouveaux joueurs qui écopent aussi. Là, si la personne est déjà très expérimentée avec le jeu, elle va dire à l'autre personne, fais ça à ton tour, puis l'autre personne va juste le faire, mais là, dans ce temps-là, il y a comme personne qui a de fun. Je pense que ça peut peut-être arriver involontairement si un joueur a vraiment beaucoup d'expérience avec le jeu, il a joué beaucoup avec d'autres de ses amis, puis là, il veut l'introduire à des nouvelles personnes qui n'ont jamais joué, lui, il sait vraiment comment peut-être gagner les scénarios, fait que peut-être que malgré lui, il va tout dire quoi faire, puis là, ça va peut-être ruiner l'expérience des autres joueurs qui n'ont pas l'impression de vraiment participer au jeu, de seulement juste contrôler un personnage puis de suivre les ordres de la personne, puis c'est pas vraiment intéressant. Là. Je pense pas que c'est une belle expérience de faire ça. Là. Non, je pense qu'il faut essayer d'être diplomate puis de penser à comment on va suggérer aux autres joueurs qu'est-ce qu'ils pourraient faire sans leur imposer, là, quand on a tendance à faire ça. En tout cas, je sais pas si les gens en prennent conscience. Ouais, ça, c'est toujours la question à se poser. Donc, c'est ce qui fait le tour de la définition et des caractéristiques des jeux coopératifs, selon nous. Là, on n'est pas la référence absolue dans ce type de jeu-là, mais c'est l'observation qu'on a fait des jeux coopératifs. Et on a pensé, que Marie-Lou et moi, que ce serait bien de vous donner notre appréciation de ce type de jeu-là. Et pour moi, jeu coopératif, j'aime bien, mais c'est quand même pas mon style de jeu favori.
Par contre, si vous avez écouté le dernier épisode, là, j'ai quand même mis dans mon top 10 Andor, qui est au numéro 2, qui est un jeu coopératif. Mais je pense que c'est ce qui représente bien ce que j'aime d'un jeu coop, où il y a une belle histoire, c'est simple. On a beaucoup de... Quand on l'avait joué à 4 joueurs, ça avait vraiment été le fun. On avait beaucoup d'interactions, beaucoup de décisions qui se prenaient en équipe. Donc ça, j'avais bien aimé ça, cet aspect-là des jeux coopératifs. Ce que j'aime moins des fois, je pense que ça arrivait quelques parties de jeux coop que c'était justement des jeux où il y avait quelqu'un qui prenait plus de décisions, puis ça me plaisait un peu moins. Là. Je trouvais que c'était pas intéressant. J'avais comme pas la part que je voulais vraiment mettre dans le jeu, puis ça m'accrochait moins. Donc ça va peut-être un peu rebuté, même si c'était dans les débuts, quand on jouait un peu plus à des jeux, que c'était arrivé. Donc peut-être ça m'avait moins attiré pour les jeux coopératifs. Mais malgré tout, je trouve que quand il y a une belle histoire, belle thématique, je trouve que c'est un beau style de jeu à avoir, puis ça change de l'aspect compétitif que j'aime quand même bien. J'aime ça gagner, fait que c'est peut-être ça aussi. Non, c'est ça. Je pense que tu pars avec un peu un préjugé négatif contre les jeux coop, mais c'est facile de revirer ça de côté là, si tu trouves que c'est un bon jeu. Ouais, on a quand même plusieurs dans notre collection, puis j'aille pas ça non plus jouer à ça, fait que... Ouais. De mon côté, je dirais que ça fait pas vraiment de différence pour moi qu'un jeu soit coop ou compétitif. J'aime les deux de façon assez égale. C'est sûr que, comme Jean-Philippe disait tantôt, dans les jeux coop, il y a souvent des belles thématiques, des beaux graphismes et tout ça. Donc, je vais peut-être avoir un peu plus d'attirance là, quand on choisit un jeu là, au magasin ou dans un pub ludique. Là, il y a beaucoup de jeux qui sont coop et qui m'intéressent. Ce que je trouve le fun dans les jeux coop, c'est qu'on peut discuter de stratégie avec les autres joueurs, puis ben ça arrive que les autres joueurs vont nous faire prendre conscience de choses qu'on n'avait pas pensé, donc ça nous permet de connaître le jeu encore plus, puis de voir qu'est-ce qui peut fonctionner ou pas. Ce que j'aime un peu moins dans les jeux coop, c'est que quand on a une victoire, ben c'est une victoire collective, donc ça dépend pas uniquement de nous. Là. Quand on joue à un jeu compétitif, on peut dire ben, ma victoire, je l'ai gagnée, j'ai pris les bonnes décisions, puis tout ça. Dans un jeu coop, c'est en équipe, donc ça dépend pas seulement de nous. C'est le fun quand même de gagner, mais j'aime ça aussi jouer à des jeux compétitifs, puis quand je gagne, je suis très contente. Ouais, t'aimes ça me battre. J'aime ça gagner, fait que c'est sûr que dans les jeux coop, c'est ça, faut voir ça comme un travail d'équipe. Ouais, on gagne ensemble. Donc, on a quelques exemples de jeux pour vous, qui assez différentes les unes des autres. On a essayé de sortir des exemples de jeux coop qui ont des caractéristiques différentes, qu'on pourrait dire qu'on vous a énumérées juste avant. On peut commencer avec Pandémie, qui, comme on disait, c'est un jeu qui a lancé un peu plus les board games assez récemment, qui faisait découvrir aux gens, je pense, le jeu coopératif. Et aussi, comme on a mentionné, la version Legacy qu'on n'a pas encore essayé, mais qui, elle, est très immersive à ce qu'on entend dire. C'est le jeu qui est numéro 1 sur Board Game Geek aussi. Donc ça doit être sûrement un excellent jeu qu'on va essayer un jour, c'est sûr. Mais qui aussi rajoute en cours de jeu des événements imprévus qui ajoutent vraiment à l'expérience de jeu. Donc ça, c'est un type de jeu, de caractéristiques qu'on va parler de jeu coopératif tantôt. Il y a aussi le jeu Andor, là, que Jean-Philippe justement a dit tantôt qu'il avait placé au numéro 2 de son dernier top 10. C'est un jeu plus d'aventure avec chaque joueur qui incarne un personnage, exemple un archer, un magicien ou un guerrier. C'est assez simple, les règlements est très immersif. Dans le fond, c'est une histoire qu'on fait, donc il y a différents chapitres de l'histoire. Chaque partie qu'on joue est un chapitre. Donc au début, on fait un placement de cartes sur le jeu, puis quand on va être rendu à un certain endroit dans l'histoire, ben on dévoile une carte. Donc là, il y a un événement imprévu qui arrive. Donc ça aussi, c'est un aspect intéressant. C'est un jeu, c'est ça, où on se promène, on explore, on bat des monstres. Vraiment très intéressant. Ouais. Un jeu coop un peu plus, je dirais, de party. On parle d'escape qui est très chaotique, qui est en temps réel. C'est 10 minutes, c'est très stressant. Il faut seulement réussir à sortir du temple en dedans de 10 minutes. Mais pour réussir, il faut trouver des joyaux pour diminuer le nombre de joyaux dans le trésor et pouvoir lancer le nombre de joyaux en clé pour pouvoir sortir du temple après les 10 minutes.
Et donc, c'est vraiment un jeu coop qui demande beaucoup de communication, mais c'est une communication qui est très chaotique. Et parfois, comme on disait, des fois, il y a des cartes maléfiques qui font des malédictions qui font en sorte que là, on peut pas parler, par exemple, aux autres joueurs, ou on peut pas... faut avoir une main dans le front qui est un peu tannant pendant 10 minutes. On peut toujours les éliminer, ces sorts-là, mais ça nous prend du temps, puis donc c'est pas tellement avantageux non plus. C'est vraiment un type de jeu très différent, coopératif, mais qui met une belle ambiance dans une soirée. Ouais, un autre jeu qui, lui, est semi-coop, comme on a parlé là, au début, c'est Legendary Marvel. C'est un jeu de deck building coop où, dans le fond, on a sélectionné au début de la partie des héros, des vilains, une espèce de supra-vilain, le Mastermind. Et là, il faut aller chercher des cartes... qui représentent les différents super-héros, les mettre dans notre deck et ensuite quand on les repige, on peut aller attaquer des vilains qui sont sur le board ou aller attaquer le Mastermind. Le but c'est de battre le Mastermind. Donc très intéressant. Et l'aspect semi-coop, c'est que au fil de la partie, on bat les différents vilains et le Mastermind, et le joueur qui a réussi à battre un vilain va mettre ce vilain-là dans sa pile de vilains vaincus, et à la fin de la partie, on fait le calcul des différentes piles là, de chaque joueur pour savoir lequel s'est démarqué. Ouais, lequel composait la meilleure équipe de super-héros pour battre le plus de vilains. Moi, je trouve que c'est un aspect qui rajoute un petit piquant à la fin, mais c'est pas ça qui va vraiment changer le jeu. Ça fait juste dire, ok, j'ai été un petit peu meilleur que toi. Là, non, on se concentre pas vraiment là-dessus, parce que si on commence à essayer de nuire à l'autre joueur pour gagner, on réussira pas à battre le Mastermind. Ouais, donc, c'est ça. L'objectif principal reste de battre le Mastermind. Mais je pense que cet aspect-là peut rentrer en jeu peut-être en fin de partie qu'on voit que ça va bien. Là, je pourrais peut-être nuire un peu, peut-être juste pour réussir à faire plus de points, mais tu sais... Ça rajoute juste une petite variante intéressante. On n'est pas obligé d'y jouer non plus. On peut juste décider de jouer coop purement, pur et dur. Puis ça change rien au jeu. Ouais, puis à tenir jusqu'à date, je pense que c'est plus la chance qui a déterminé c'est qui avait le plus de points. Là. Non, c'est ça. Il y a comme les cartes qu'on va pouvoir acheter, il y a quand même un aspect chance là-dedans. On n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, puis les cartes qu'on a dans nos mains aussi versus les vilains qui sont sur la table. Là, des fois, avec les cartes qu'on pige, on est juste pas capable de rien faire. Tandis que l'autre va réussir à en battre 3 d'un coup. Là, c'est juste parce qu'il a pigé les bonnes cartes au bon moment. Ouais, c'est ça. Un autre, plus de type histoire, là, vraiment immersive, on parle de Mice and Mystic, qu'on va vous parler un peu plus en détail tantôt dans nos expériences de jeu, vu qu'on a joué récemment. Donc on n'en dira pas plus, mais c'est un jeu plus de type histoire, là, on le joue pour ça. Un peu similaire à Andorre, mais avec encore plus d'histoire. Ensuite, on a pensé à 3 jeux qui sont plus filler, et je pense que les 3, on en a déjà parlé en masse dans le podcast. Là, vous fallait écouter nos épisodes précédents. C'est The Game, Anabi et Les Poilus. Dans The Game et Anabi, dans le fond, le but c'est de placer des cartes avec des chiffres dans le milieu de la table. Dans The Game, on voit seulement notre jeu et on sait pas qu'est-ce que les autres joueurs ont dans leurs mains. Et avec les cartes qu'on place sur la table, il faut essayer de pouvoir tous se débarrasser de nos cartes sans bloquer les autres. Donc il faut essayer de mettre les meilleures cartes possibles pour que les autres joueurs puissent jouer aussi. Et dans Anabi, c'est le même principe, sauf qu'on voit juste les jeux des autres joueurs, mais on sait pas qu'est-ce qu'on a dans nos mains, parce que les cartes sont tenues à l'envers. Donc, il faut essayer de donner des indices aux autres joueurs pour qu'ils puissent mettre les bonnes cartes, pour qu'on puisse réussir à faire les plus beaux feux d'artifice possibles. Et dans Les Poilus, c'est un jeu à thématique de guerre, donc il faut essayer de battre des épreuves. Il faut aussi se débarrasser du plus de cartes possible. Et c'est pas des chiffres qui sont sur les cartes dans ce cas-là, c'est plutôt des symboles. Des menaces. Ouais, c'est ça. Il faut pas avoir 3 menaces du même type actives en même temps. Donc, il faut savoir quand se replier, quoi faire pour pas empêcher les autres joueurs de mettre leurs cartes. Ouais, ce sont tous des jeux de cartes coopératifs. Ouais. Et en dessous de 30 minutes. Ouais, 30 à 45 30 à 45 minutes maximum, ouais. Un jeu, là, on parle d'un jeu beaucoup plus long, coop, qui peut jouer compétitif. Solo, on parle de Mage Knight, on a déjà parlé dans le podcast. Il peut jouer de toutes les façons. Et c'est un jeu aussi d'aventure, mais là,
qui, quand on joue en mode coopératif, il faut vraiment aller battre les différentes villes. Il y a vraiment une grosse aventure dans ce jeu-là. On se déplace vraiment sur une carte. Il y a vraiment une belle immersion dans ce jeu-là, mais c'est un jeu qui est très long, là, qui demande vraiment une bonne partie de votre temps là, dans une soirée. Même une soirée complète là, pour y jouer, mais c'est un jeu qui peut jouer en coop qui est vraiment intéressant. Puis même si c'est aventure, celui-là, par contre, il n'y a pas vraiment d'histoire. Non. Sauf que l'aspect coop là, est vraiment bien fait. Dans le fond, on peut se mettre à plusieurs pour battre des villes, mais c'est pas totalement ensemble. Là. C'est un peu compliqué comment ça fonctionne, mais on a plus l'impression de travailler ensemble pour faire les combats que de chacun faire ses combats de son côté. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis on peut se mettre ensemble justement pour aller battre des villes, ce qui est quand même très intéressant là, dans le jeu. Puis ça nous permet... si vous avez déjà joué à Heroes of Might and Magic, moi ça me fait vraiment penser à ce jeu-là où on va être en coop puis partir chacun de notre côté, aller explorer d'autres châteaux, les prendre, puis si on prend ce château-là, ben, on peut aller acheter d'autres cartes parce que c'est un jeu qui joue un peu en deck building aussi, mais un peu plus différent. On va acheter des cartes, mais on n'a pas tout le temps la possibilité d'en acheter. Là. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est vraiment un jeu qui me fait penser à ce jeu vidéo-là, on se promène sur la map, on découvre, on peut découvrir des nouvelles tuiles, on sait pas ce qui va arriver. Donc c'est vraiment un excellent jeu, Mage Knight. Quand on joue en coop, on a vraiment bien apprécié l'expérience qu'on avait eue. Un autre jeu coop qui, lui, est basé un peu sur le même principe que les jeux de rôle, c'est Pathfinder The Card Game. On en a déjà parlé dans le podcast. C'est un jeu où on a un personnage avec différents attributs et un deck avec de l'équipement de base. Et au fil des parties qu'on joue, on va pouvoir améliorer notre personnage et améliorer notre équipement et nos pouvoirs. Dans ce jeu-là, on explore différents endroits, mais les endroits sont pas représentés sur une carte. Là. C'est plus des piles de cartes. Avec des monstres à battre et des objets qu'on peut trouver, des obstacles là, qu'il faut passer au travers. Ça se joue aussi avec des dés, là, les mêmes dés qu'on utilise pour jouer à des jeux de rôle. Donc, c'est une belle introduction. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là, Pathfinder. Si vous êtes plus du style que vous aimez résoudre des enquêtes, le jeu Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est vraiment un bon jeu coopératif, mais qui... Je sais pas si on peut vraiment... Ben oui, c'est un jeu, mais il n'y a pas vraiment de définition de tâche. C'est vraiment le but, c'est de résoudre l'enquête. On peut jouer à tour de rôle, mais je pense que le fun, c'est vraiment de jouer tout ensemble, puis d'apporter nos idées, puis d'essayer de trouver la solution à l'enquête qu'on est en train de résoudre. Là. C'est vraiment un jeu immersif et très, très intéressant pour ça. Ouais, un peu du style le livre dont vous êtes le héros. Là. Il faut choisir... En fond, c'est une histoire, on lit une histoire, puis là, on accroche sur différents éléments, puis on peut choisir d'aller explorer plus loin ces éléments-là. Par exemple, une personne, là, dans un paragraphe, il parle d'une personne, on va pouvoir aller lire le paragraphe sur cette personne-là, ça va nous donner d'autres indices, là, il faut choisir est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on prend un chemin différent, puis le but, c'est d'essayer de résoudre l'enquête avec le moins de paragraphes lus possible, donc pour essayer de se rapprocher le plus possible du score de Sherlock Holmes, et même essayer de le battre, ce qui est très difficile, ça nous est pas encore arrivé, on est souvent dans le champ, mais un jeu vraiment basé sur l'histoire, celui-là. Quand on parle de jeux coop aussi, on l'a peut-être pas mentionné tantôt, mais on parle souvent de miniatures aussi dans ce type de jeu-là. Bon exemple, c'est Zombicide avec ses centaines de miniatures, je sais pas s'il y en a une centaine, mais il y en a beaucoup. Et qui est un style de jeu assez Ameritrash où le but c'est seulement de détruire tous les zombies puis de faire la mission, là, de se rendre d'un point A à un point B. Des fois il fallait récupérer des personnages qui ont été prisonniers dans différents endroits, mais le but reste de tuer beaucoup de zombies et de se rendre à un point B. Là. De A à B, c'est pas mal ça le jeu, puis il y a beaucoup de miniatures. Donc Zombicide, il y a plusieurs versions aussi qui existent de ce jeu-là, plusieurs saisons de ce jeu-là. Avec différents héros aussi, avec des caractéristiques uniques. Là. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est un bon aspect là, de jeu avec des caractères uniques qui se complémentent souvent parce qu'il y en a un qui fait telle affaire, il fait plus de bruit, ou il attire des personnages, ou il peut se déplacer un peu plus, donc il est capable d'aller dans certains endroits plus rapidement, donc il faut essayer d'agencer les personnages le mieux possible.
Puis un dernier jeu là, qu'on voulait aborder, c'est Descent. On en a déjà parlé un peu, mais dans le fond, il peut se jouer co-op avec une application mobile là, qui fait le maître de jeu et qui fait apparaître différents monstres sur la carte et qui aussi décide des actions que ces monstres-là vont faire. Donc, c'est un jeu où on a chacun un héros avec ses caractéristiques propres. Et c'est un peu aussi comme dans Pathfinder, c'est-à-dire que quand on fait la campagne, ben on améliore notre personnage au fil des parties. Donc, on peut jouer toujours avec le même groupe de jeux, puis améliorer ses personnages et progresser dans l'histoire. Entre les parties qu'on joue aussi, on peut acheter des différents items ou faire évoluer son personnage pour lui donner des capacités spéciales. Donc, très intéressant. On n'a pas encore beaucoup joué, là, mais je pense que ça va être vraiment un bon jeu coop avec l'application. Ouais. Là. Puis l'application, par exemple, il faut savoir que quand on la télécharge, on a différentes missions ou campagnes là, qui sont gratuites, mais là, je suis pas certaine que c'est sorti là, en date d'aujourd'hui, mais il va y avoir d'autres campagnes de disponibles, mais de ce que j'ai compris, il va falloir payer là, pour débloquer ces campagnes-là. Ouais, mais ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'avant qu'il y avait l'application, il y avait une façon de jouer en coop, mais avec des livrets ou je sais pas trop quoi exactement qu'il fallait acheter aussi en supplémentaire. Donc ça revient un peu du pareil au même, mais moins de papier, puis plus facile de le télécharger peut-être rapidement que d'aller l'acheter, ou en tout cas. Oui, puis une autre façon de faire. Un autre jeu aussi de la même compagnie avec une application mobile là, qui vient juste de sortir, c'est la seconde édition de Mansions of Madness. Nous, on a la première édition où, dans le fond, un joueur incarne le maître de jeu et les autres joueurs essaient de le battre. Donc, à 2 joueurs, ben c'était plus difficile. Là. Ce qu'il faudrait faire, c'est que la personne qui joue les inspecteurs incarne plusieurs personnages. Ça, on l'a pas encore essayé. Mais moi, j'étais vraiment contente d'apprendre qu'il avait fait une version avec une application mobile comme Descent. Et ça m'intéresse beaucoup de l'essayer. Là, on l'a pas encore dans notre collection, malheureusement. Mais si vous avez ce jeu-là et que vous avez utilisé l'application mobile, on aimerait ça avoir vos commentaires là-dessus. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Parce que c'est un jeu, malheureusement, qu'on n'a pas sorti beaucoup, là, Mansions of Madness, juste pour ces raisons-là. Puis les raisons aussi que le setup est quand même assez long. Puis on dirait que ça nous intéresse un peu moins de faire un long setup pour une expérience un peu moins intéressante. Donc, c'est ce qui fait le tour pour les jeux coopératifs. On espère que les exemples qu'on vous a donnés vous intéressent. C'est qu'un faible échantillon de jeux coop qui existent sur le marché. Il y en a vraiment des tonnes. Vous avez vu aussi qu'il y a beaucoup de styles de jeux différents et des caractéristiques différentes. Oui, donc c'est tout un monde à découvrir et même nous, il nous en reste beaucoup à découvrir. Donc, on aimerait ça savoir c'est quoi vos jeux coop préférés. En même temps, on va en profiter pour vous dire comment vous pouvez nous rejoindre. Oui, vraiment des multiples façons de nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre via Facebook à Board Game Québec. Sur Instagram aussi, c'est Board Game QC, où on met des photos à l'occasion des jeux que l'on joue. Et aussi, vous pouvez nous rejoindre directement sur notre site web. Il y a quelques personnes qui le font sur boardgamequebec.com. Il y a une section « Contactez-nous ». Donc, vous avez qu'à nous écrire en privé, on va vous répondre. Il y a aussi multiples façons de nous écouter. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur Google Play Music, sur notre site web, sur RZO, sur Balado Québec et sur Pod Québec. Donc, il y a plusieurs façons d'écouter le podcast. Libre à vous de choisir votre plateforme préférée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier épisode, on vous avait parlé de la fin de semaine de Jeux de l'imaginaire, qu'on avait dit qu'on allait aller faire un tour, et il avait annoncé ça un peu comme un événement, une véritable convention de jeux de société avec beaucoup de jeux, des tournois, des concours. Et on a décidé quand même d'y aller faire un tour, ça nous intriguait bien, et on est arrivé, puis c'était un peu, je pense, pas décevant, mais on trouvait qu'il n'y avait pas une grosse ampleur. Il y avait quand même des concours, il y avait une boîte à tirage, quelques rabais sur les jeux de société, là, 15% de rabais sur quand même des bons titres, là, ça c'était quand même bien aussi là-dessus. Mais il n'y avait pas beaucoup de
de nouveaux jeux vraiment à essayer. On pouvait pas essayer de jouer, en fait, on peut pas vraiment jouer. Donc ça, j'étais un peu... Je pensais qu'on allait pouvoir. Et finalement, non, mais c'était pas vraiment annoncé non plus qu'on pourrait jouer à des jeux. Peut-être que je m'étais fait un peu trop d'attente par rapport à cette convention-là. C'est sûr que quand on appelle quelque chose une convention, on s'attend un peu à quelque chose d'un peu plus grand. Mais bon, c'était leur première édition, peut-être qu'ils vont se reprendre pour l'année prochaine. Oui, on a remarqué sur les réseaux sociaux qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu un peu la même impression que nous. Là. La publicité qui avait été faite était vraiment attirante. Là, on se disait, waouh, ça va être vraiment, vraiment cool comme événement. On va pouvoir passer du temps là, mais finalement, on a été peut-être 15 minutes en tout. Ouais, c'est ça. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être pas grand-chose finalement. C'était peut-être un peu plus pour le grand public de découvrir des nouveaux jeux. Ouais, c'est ça. Ceux qui passaient par là, mettons, pouvaient arrêter puis découvrir des jeux. Puis il y avait beaucoup de jeux plus familiaux et pour enfants qui étaient présentés. Donc, si on était déjà à Place Laurier, ça valait la peine d'aller faire un petit tour. Mais je sais pas s'il y a des gens qui sont descendus à Québec expressément pour ça. Dans ce temps-là, c'était un petit peu moins intéressant. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais peut-être qu'ils vont se reprendre. Ils ont sûrement lu qu'est-ce qui s'est écrit sur les réseaux sociaux. On va voir qu'est-ce qui va avoir lieu peut-être dans une prochaine édition, si c'est le cas. Ouais, une bonne initiative de l'imaginaire. Mais on espère que l'année prochaine, ça va être un petit peu plus gros puis s'adresser plus là, aux vrais joueurs de jeux de société. Là. Je pense que ça s'adressait peut-être pas tout à fait à nous, finalement. Donc, c'est ça. Pour la fin de semaine de jeux de l'imaginaire. On est maintenant rendu à vous parler de nos expériences de jeux des dernières semaines et on commence par le jeu Tramban qui est pour 2 joueurs seulement, sorti en 2015, créé par Helmut Hawley et publié par Mayfair Games. C'est un jeu dans lequel on construit des trains avec une locomotive et des passagers qu'on place devant nous. Et il y a aussi dans le milieu de la table des espèces de gares de différentes couleurs. Et il faut poser des cartes passagers dans les gares pour pouvoir faire partir le train. Et quand le train part, c'est là qu'on score les points des cartes qu'on a mis devant nous, dans différentes couleurs. Donc c'est un jeu qu'on a essayé à la revanche et on a vraiment eu une très bonne première impression. On a ensuite acheté le jeu et on a eu l'occasion de faire une deuxième partie, donc on va vous parler de cette expérience-là. Disons que moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce jeu-là, c'est vraiment le déclenchement des points, là, comme Marie-Lou a expliqué, c'est le fait que c'est vraiment nous qui décidons quand on veut faire des points. Mais par contre, il y a 10 séquences de points qu'il va y avoir dans la partie après 10 fois qu'il y a eu des trains qui sont partis. La partie se termine. Donc, il faut vraiment regarder qu'est-ce que l'adversaire a fait avant nous, s'il y a des trains de couleur jaune et que nous, on a aussi des trains de couleur jaune, peut-être que c'est pas avantageux de faire partir le train de couleur jaune si ça donne plus de points à l'adversaire. Il faut vraiment faire partir les trains qui sont le plus avantageux pour nous. Mais c'est pas toujours évident parce qu'il faut toujours placer des cartes dans la partie, dans les différentes gares qui vont déclencher les trains. Donc ça, c'est vraiment un aspect intéressant dans ce jeu-là que j'aime beaucoup de ce jeu-là. Ouais, puis du côté de la stratégie, vu que quand le train part, les 2 joueurs scorent les points, il faut s'assurer d'avoir un minimum de trains dans chaque couleur, sinon on va être un peu mal pris. Moi, ça m'est arrivé justement dans la dernière partie qu'on a joué, que j'avais pas beaucoup de points là, dans une certaine couleur, et toi t'en avais beaucoup, donc là tu faisais toujours partir le train de cette couleur-là, puis moi je faisais 0 points, puis toi t'en faisais je sais plus combien. Ouais, c'est ça. Faut vraiment avoir au moins un train de chaque couleur pour au moins se dire au moins je vais faire un point ou 2 si l'autre joueur fait partir ce ligne de train là, mais si on fait ça, on en fait pas nécessairement une qui va être très payante. Moi j'en avais pas nécessairement des très payantes, mais je faisais des points tout le temps. Donc ça c'est quand même un aspect à considérer, mais ça peut quand même nous jouer un tour en fin de partie si l'autre joueur a vraiment fait une de ces lignes qui est très très payante et qui la fait partir peut-être juste 2 fois dans la partie, mais que ça fait vraiment une grosse différence au niveau des points. Oui, donc c'est ça. Faut toujours porter attention à ce que l'autre fait pour pas être trop mal pris s'il décide de scorer, dans le fond, les lignes qui sont les plus payantes pour lui. Il y a une autre façon aussi de faire un scoring bonus si on a une ligne qui a plus que 8 passagers, mais ça, à la date, on n'a pas encore réussi en 2 parties à faire ça, puis je vois même pas comment faudrait y arriver avec des jokers, mais même à là, c'est quand même difficile. On peut juste les placer. On peut pas les placer à la fin. Les cartes vont jusqu'à 10 et on peut pas les placer
après qu'on a placé la carte numéro 10. Donc, ça nous limite quand même dans notre choix de faire 8 cartes. Là. Ouais, il faut savoir aussi qu'il faut se garder des cartes parce que dans le fond, les cartes valent de l'argent. Donc, si on veut accumuler de l'argent, il faut prendre des cartes dans nos mains et les discarter, les mettre dans une pile pour les transformer en argent pour pouvoir aller chercher des locomotives. Puis les locomotives, c'est ça qui nous permet de mettre des passagers dans notre train. Et c'est ça aussi qui va faire un multiplicateur de nos points. Donc, il faut essayer d'avoir beaucoup d'argent pour aller chercher des locomotives qui sont plus payantes au niveau du multiplicateur. Donc, vu que l'argent est quand même rare, ben aller gaspiller des cartes pour les mettre devant nous pour pouvoir faire le scoring bonus que tu parlais, ben c'est vraiment très difficile. Ouais, c'est ça. C'est à réfléchir. Il y a tout le temps une décision à prendre à chaque tour. Est-ce que j'ai besoin d'argent? Bon, je vais jouer moins de cartes. Ou je veux faire un scoring, ou peut-être même 2 scorings, parce qu'on a le droit de placer jusqu'à 2 cartes dans un tour. S'il y avait 2 piles déjà à 3, ben on peut faire un double scoring, ce qui est quand même intéressant aussi. En fin de partie, ça peut nous faire gagner. Je pense que la première partie, j'avais réussi à faire ça en fin de partie, puis ça m'avait donné beaucoup plus de points que Marie-Lou. Je l'avais quand même surpris avec 2 scorings en même temps. Donc, comme vous pouvez voir, ben, c'est un jeu avec vraiment beaucoup de stratégie, un peu de chance dans les cartes qu'on pige, mais c'est vraiment très, très stratégique et les 2 parties qu'on a jouées étaient très serrées. Donc, vraiment, très bon petit jeu, là. C'est sûr que la deuxième partie qu'on a jouée, c'était un petit peu moins enlevant que la première, là. Je sais pas trop pourquoi, on n'a pas élucidé le mystère, mais je pense que c'est vraiment un jeu qu'on va apprécier, là. À sortir de temps en temps, là. Peut-être pas à jouer si souvent que ça, mais je pense que c'est un très bon jeu à sortir à l'occasion, là. Un bon jeu pour 2 joueurs, seulement, bien sûr. C'est pas un aussi gros hit que Seven Wonders Duel, mais quand même un très bon jeu. Ouais, belle thématique. Un autre jeu qu'on a joué à la revanche, c'est Lutèce, un jeu pour 2 à 5 joueurs, sorti en 2015, et ça a été publié par Superlude Édition. Et c'est un jeu d'enchères à la base qui va on va devoir aller chercher des cartes pour faire des points. Les cartes vont avoir certains symboles, il va avoir à la fin de partie des points pour lui qui a plus de symboles de chacun des types. Il y a aussi des points pour différentes cartes qu'on possède. Donc, c'est vraiment un jeu où, avec les enchères, on va acquérir des cartes qui vont constituer notre sélection de cartes qui va nous faire des points en fin de partie. En gros, c'est pas mal ça le jeu. Et je trouve le jeu quand même, il était très beau. Là. C'est un beau graphisme de ce jeu-là. C'est très cute. Comme par exemple... On peut aller chercher une boulangère avec son petit pain, des trucs comme ça. C'est vraiment une belle petite thématique, pas enfantin, mais c'est un peu... un peu style cartoon. Ouais, c'est un peu style cartoon qui est très, très intéressante. Puis ça avait donné aussi une partie qui a été très serrée. Ouais, j'ai été surprise de ce jeu-là parce que, en tout cas, les jeux avec enchères, on dirait que je suis pas portée naturellement à vouloir jouer à ça, mais on dirait que de plus en plus qu'on en essaie, de plus en plus que j'apprécie ça. 2 joueurs, c'est le fun. C'est surtout aussi que c'est une enchère qui était ouverte. Et non, parce qu'il y a certains jeux que c'est des enchères, on prend notre mise dans notre main puis on la dévoile toute en même temps. Là, c'est vraiment, on a 2 cartes qu'on sélectionne qui correspondent à une carte qu'on va vouloir acheter. Mais l'autre ne sait pas lequel qu'on veut acheter. Donc, on peut bluffer. On voit que cette carte-là semble intéressante pour lui. Pour nous aussi, on la veut les 2, mais peut-être que lui n'a pas décidé ça. Puis on met, mettons, 5$ sur notre carte. L'autre va peut-être mettre 6. Puis finalement, on n'a pas sélectionné la même carte, mais on a dépensé beaucoup d'argent peut-être pour rien. Fait qu'il y a cet aspect-là qui était quand même très le fun. Là. C'est possible de faire un peu de bluff. Là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, j'ai réussi à t'envoyer sur une fausse piste. Ouais. Mais c'était quand même assez bien balancé pour 2 joueurs. Oui. Oui, puis il y avait beaucoup de possibilités pour faire des points. Là. C'est peut-être ça qui fait que c'est balancé. Là. Dans le fond, il y a beaucoup d'options. Donc, on peut décider là, qu'on va se concentrer plutôt sur un aspect qu'un autre. Puis, évidemment, à 2 joueurs, on va essayer que ce soit pas la même chose que l'autre. Là.
Mais pour certains symboles, en tout cas, je me souviens qu'on s'est battu un peu là, pour des cartes parce qu'il faut calculer des majorités dans certains symboles. Donc là, je voulais pas que tu ailles chercher la carte qui allait te donner la majorité dans une certaine affaire. Donc, je suis allée la prendre, puis on essaie d'égaliser le plus possible, mais il faut essayer aussi de faire des points avec d'autres choses. Ouais, là. Vraiment très bien comme petit jeu. Puis moi, je l'avais déjà aussi joué à 5 joueurs, si je me trompe pas, puis on avait vraiment eu une belle expérience aussi avec les enchères. On avait des bluffs un peu partout, donc je trouvais que la partie se ressemblait à 2 ou à 5, donc bien équilibré comme petit jeu. Lutèce. On va poursuivre avec Mice and Mystics, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 2012, publié par Play That Games. Donc, comme on a dit tantôt, c'est un jeu qui est basé sur une histoire, un jeu coop, où on incarne là, des personnages qui sont des petites souris. C'est un jeu avec un graphisme vraiment magnifique. Là. Tous les personnages et tous les éléments du jeu sont vraiment très beaux. Par contre, au niveau de la qualité des composantes, on a un petit bémol là, dans notre copie. En tout cas, il y a une miniature qui manque un bras, puis il y a des cartes aussi qui étaient un petit peu abîmées, mais la compagnie nous les a remplacées, donc je pense qu'ils ont quand même un souci à ce niveau-là. Mais en gros, ben c'est ça, c'est un jeu où on incarne des petites souris, puis là, il y a une histoire. Là. Dans le fond, c'est des souris qui, autrefois, étaient des humains, mais ont été transformées en souris par une sorcière. Donc là, on fait différentes missions ou parties d'histoire. Ouais, c'est ça. Des chapitres. Et à la fin du chapitre, ben, il y a toujours un bout d'histoire à lire dans un livre d'histoire, justement. Et nous, dans le fond, pour les moments d'histoire, ce qu'on a fait, c'est que vu qu'on a le jeu en anglais et qu'on n'est pas toujours à l'aise de lire 1 ou 2 pages de texte en anglais, ben on a téléchargé des story moments, que ça s'appelle, qui ont été enregistrés par une personne là, qui fait partie de Dice Tower, là, qui font des vidéos sur YouTube. Ils ont enregistré ça, je pense, pour faire de l'argent pour une fondation. Donc, on avait téléchargé ces moments d'histoire-là. Puis, quand on change de chapitre, ben, on peut faire simplement play sur iTunes et ça nous lit le moment d'histoire. Donc, c'est le fun pour ça. Puis, par contre, on dirait là, à ceux qui voudraient jouer en famille, ben, vu qu'il y a beaucoup de lecture à faire, la version française serait à privilégier pour ceux qui sont pas vraiment à l'aise. Nous, on le savait pas vraiment là, avant de se procurer le jeu qu'il y avait autant de lecture à faire. Puis il faut savoir aussi que le livret d'histoire en français est pas disponible sur Internet. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert à mes dépens. Mais je vais laisser Jean-Philippe vous parler un peu plus du jeu en tant que tel, de quoi ça a l'air. Pour ajouter un peu à ce que tu disais, on peut le voir un peu comme un livre d'histoire dans lequel on incarne des personnes. Ouais. C'est une histoire qu'on suit puis qu'on déplace des personnages parce que quand même la mécanique est assez simple. On va se déplacer, on va battre d'autres souris, d'autres monstres, des coquerelles et divers monstres dans le jeu et c'est souvent un peu la même chose. On va battre une tuile, on va tourner la tuile, on va rentrer dans une autre tuile, il va y avoir d'autres monstres qui arrivent, donc on va battre ces monstres-là, puis on essaie d'avancer dans l'histoire. Par contre, il y a des fois où on a des sans faire de spoiler, on a des décisions à prendre, si on va chercher tel item, si on n'y va pas, on n'est pas obligé, tout dépendant de où on est rendu dans l'histoire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant dans le jeu. Mais c'est aussi un jeu où nos personnages et notre équipement progressent au fil des parties. Oui. Puis on a un temps limite pour le faire parce qu'on a... il y a un plateau de fromage qui va se remplir, une roulette qui, à chaque fois qu'elle est remplie, va faire avancer le marqueur de fin le marqueur de chapitre d'une case et il y a, selon certains scénarios, il y a un certain nombre de tours de maximum de roulettes qui peut être rempli. Donc, il faut quand même assez faire vite dans le jeu. Habituellement, c'est ça qui nous restreint. On vient trop limite dans le temps puis on ne réussit pas à compléter le scénario avant la fin du temps. Puis c'est un concept, je trouve, c'est vraiment cute, la petite roulette de fromage. On met notre fromage. Ah, il faut mettre un fromage de plus. Puis on voit vraiment où est-ce qu'on est rendu à chaque fois. Là. Je trouve vraiment ça cool. Là.
Ouais, puis c'est un jeu qui est quand même assez simple. Par contre, c'est dur de se remettre dedans quand ça fait un petit bout qu'on n'a pas joué. Donc, c'est intéressant d'avoir un résumé des règles. Il y en a beaucoup qui sont disponibles sur Internet. Nous, on en a téléchargé un sur le site de Board Game Geek. Là, dans les forums, il y a des gens qui ont fait des aides-mémoire. Donc, ça prend ça pour se remettre dedans. Mais... Je sais pas pourquoi. On dirait que c'est peut-être pas intuitif, mais c'est quand même pas compliqué. Puis c'est fait pour jouer avec des enfants, ce jeu-là. Donc, se retrouver dans les règlements, on dirait que j'ai tout le temps de la misère dans ça. Ce qu'on cherche, on le trouve pas, on dirait. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être la façon qui a été fait, là. C'est peut-être moi aussi, là, je sais pas. Puis la dernière partie qu'on a jouée, là, je pense que ça m'a redonné un petit peu goût à ce jeu-là, parce que des fois j'avais un petit peu moins envie d'y jouer. Je trouvais, je sais pas, il m'attirait peut-être un peu moins, mais là la dernière partie, ça a été vraiment le vent, il nous restait... On était limite dans les fromages, il fallait pas en avoir d'autres, puis là, il restait un monstre à battre, puis on a réussi à le battre sur le dernier lancer de dés, donc ça c'était vraiment... Il fallait vraiment avoir un succès, puis tu as eu exactement ce que ça prenait. C'est ça. Non, ça c'était vraiment le fun, là. On a eu chaud jusqu'à la fin, j'ai bien aimé cette petite partie-là du jeu, là. C'est pas mal ce qui fait le tour là, pour Mice and Mystic. Donc, un autre jeu qui faisait partie de nos derniers achats lors du dernier épisode, c'est le jeu Codenames, un jeu pour 2 à 8 joueurs sorti en 2015. C'est un jeu créé par Vlados Vatil qui fait vraiment des jeux de toutes sortes de catégories. On passe de Mage Knight à Codenames. Et ça a été publié par Yellow, la version en français. En gros, Codenames, c'est un jeu où des joueurs vont incarner des maîtres espions qui ont une petite carte devant eux. Et on va avoir une map de mots, 5 par 5. Et il faut faire deviner des noms de code à l'autre joueur. 8 noms de code, si je ne me trompe pas, ça dépend si on est premier ou deuxième joueur. Et on va seulement avoir le droit de dire un mot pour faire deviner plusieurs mots à l'adversaire, à notre coéquipier. Et de cette façon-là, il faut battre l'adversaire en faisant deviner le plus de... en fait, tous les mots avant que l'autre équipe réussisse à faire deviner tous ces mots. Il y a aussi un des mots parmi les 25 qu'il ne faut pas que notre coéquipier découvre parce que c'est l'assassin qui va nous faire perdre la partie. Donc c'est un peu le concept du jeu de faire deviner des mots. C'est vraiment une variante différente de jeu de faire deviner des mots que d'autres jeux où c'est avec du temps. Ouais, il y a un peu de stratégie parce que dans le fond, nous, ceux qui font deviner les mots, on voit c'est quoi les mots qu'il faut faire deviner et ceux qu'il ne faut pas. Par exemple, les mots qui appartiennent à l'autre équipe, il ne faut pas que notre coéquipier les choisisse, sinon l'autre équipe va faire des points. Donc, faut regarder c'est quoi qui est sur la table et essayer de voir qu'est-ce qui va donner le meilleur résultat possible. Mettons, par exemple, on pourrait avoir sur la table différents mots là, qui se rapportent à la mer. Mettons, un bateau, de l'eau et une vague. Bon. Puis, mettons, la vague, ça appartient à l'autre équipe, alors que les deux autres mots, c'est nos mots à nous. Donc, si on dit mer, ça se peut que notre coéquipier décide de choisir le mot vague parce qu'il pense que ça se rapporte à la mer, mais le mot vague appartient à l'autre équipe, donc l'autre équipe va faire un point et là, on perd notre tour. Ouais. Donc, il y a vraiment faut penser aux mots qu'on utilise, puis il faut toujours optimiser pour faire découvrir le plus de mots possible. Donc ça, c'est vraiment un aspect stratégique qui est intéressant dans le jeu. Puis avec le mot qu'on dit, on va dire un chiffre qui va être le nombre de mots qu'on veut que notre coéquipier découvre. Donc ça peut donner un autre indice quand il y a justement plusieurs mots qui sont possibles, comme on disait bateau, eau, puis vague, si on dit juste 2, ça te donne une idée qu'il n'y en a pas trop à découvrir. Ouais. Mais ça peut arriver que tu choisisses le mauvais. Donc c'est vraiment... Il faut vraiment tout regarder qu'est-ce qui est sur la table avant de dire un indice là, pour pas avoir un résultat qu'on voulait pas. On l'a essayé pour commencer à 2 joueurs, mais c'était pas... c'était le fun quand même, mais c'est un peu plus... C'est coopératif, là. On va... Par exemple, moi, je pouvais incarner le maître espion, puis j'essaie de te faire deviner les mots en le moins de tours possible pour faire le plus de points possible. Parce qu'à chaque tour, il y a un des mots de l'adversaire qui est virtuel, qui est caché comme s'il l'avait découvert. Donc, le but, c'est de le faire en moins de tours possible. C'était bien, mais c'est pas... je pense que l'idéal, c'est à partir de 4 joueurs, où là, qu'on a vraiment du fun on a joué justement avec tes parents, puis c'était très drôle, là, d'essayer de faire découvrir des mots
entre nous. Là. C'était le fun, là, c'était drôle. Ils ont bien aimé ça, puis je suis certaine qu'on va rejouer dans le temps des fêtes là, en famille. Puis ce qui est drôle aussi dans ce jeu-là, c'est que c'est dur de pas tricher. Là, Ta mère a la pas tricher. Normalement, on est supposé juste dire un mot avec un chiffre. Mais des fois, juste notre langage corporel ou qu'est-ce qu'on dit, les faces qu'on fait, là, ça peut dire à la personne « Oh non, c'était pas ce mot-là que je voulais dire, prends pas celui-là. » Ouais, c'est ça. C'est juste, on n'a pas... Ça le dit dans les règlements, on n'a pas le droit de dire, mettons, fais preuve d'imagination, mais poisson 3, tu sais. T'as pas le droit de dire ça parce que c'est un indice de dire plusieurs mots avant. Pour moi, juste... Je pense que c'est ça l'aspect difficile du jeu, c'est de dire, bon, t'as juste le droit de dire un mot, tu dis rien d'autre. Fait que... Ça, c'est vraiment un aspect le fun dans le jeu. Ouais, puis des fois, il y a certaines personnes qui ont de la misère à comprendre ça. Ouais, ils ont de la misère à comprendre un peu plus ça. Mais ce qui fait des fois que le fait de choisir juste un mot, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, ils ont mis un petit sablier dans la boîte là, si des fois des joueurs prennent un peu trop de temps là, de les presser un peu plus parce que sinon, on peut vraiment penser longtemps au mot parfait pour faire découvrir 5 autres mots. Là. À ce niveau-là, ils ont pensé à ça aussi de se dire ben on va mettre un petit sablier puis ça va un peu presser les gens si y a problématique. Puis juste pour finir, c'est un commentaire que j'avais vu sur internet mais que j'étais en accord avec ça, c'est que des fois les mots sont pas toujours faciles à lire parce qu'il y a 2 sens sur la carte. Une le mot est écrit un peu plus en gros et sur l'autre côté il est un peu plus petit, il est en gris un peu qui se confond avec la carte, donc c'est pas toujours évident à lire. Ça aurait été bien que le mot soit écrit de la même façon des deux côtés, je pense. Bon, il a essayé de créer un petit design intéressant, mais ça reste que c'est pas non plus très problématique, mais des fois c'est un peu plus tannant à lire, mais c'est pas très grave à ce niveau-là. Donc c'est pas mal ce qui fait le tour de notre expérience avec Codenames. Maintenant, on va vous parler de Quadropolis, un jeu pour 2 à 4 joueurs, très nouveau, sorti en 2016, créé par François Gandon et publié par Days of Wonder, qui est la même compagnie qui a publié Ticket to Ride. Et comme on avait dit dans un épisode précédent, ben c'était un jeu qu'on pensait qu'il allait pouvoir un peu remplacer Ticket to Ride, un peu similaire. C'est un jeu où on construit une ville en allant chercher des tuiles là, avec différents types de bâtiments dessus. Puis, dans le fond, de la manière qu'on va placer ces bâtiments-là sur notre tableau de jeu là, qui est devant nous, ça va nous faire des points à la fin de la partie. Donc, un petit peu plus complexe que Ticket to Ride là, pour des joueurs néophytes. Dans le fond, mes parents, on a joué avec mes parents. Là, c'était la première fois qu'ils jouaient à un jeu comme ça, là, qu'on allait juste faire des points à la fin de la partie. Ouais, c'est ça. Je pense que cet aspect-là est peut-être un peu plus difficile à comprendre, qu'il faut que tu combines des choses ensemble, qui va te donner des points. Tu as une petite charte qui te dit, bon, si tu places telle tuile à côté de telle tuile, ça donne des points. Telle tuile par-dessus telle tuile, ça donne des points. Ça, c'est peut-être un peu plus abstrait que Ticket to Ride où tu fais des chemins de train puis ça donne des points directs. Puis tu as des cartes d'objectifs qui te disent, va là, à là. C'est un peu plus clair, Ticket to Ride comparé à ça. Il n'y a pas vraiment d'indice au début de la partie comment il faut s'enligner pour faire des points. Fait que je pense à leur première partie, ils ont trouvé ça peut-être un peu plus difficile de savoir comment s'enligner, là, mais ils m'ont quand même surprise, là. Dès le départ, ma mère, elle s'est enlignée vers les ports, donc elle a décidé de faire des ports. Mon père, lui, était un petit peu plus éparpillé, là. Ouais, mais il a fait beaucoup, dans la deuxième partie, il a fait beaucoup d'industrie, ça a quand même été intéressant. Ouais. Donc, ils ont utilisé des stratégies, parce que c'est quand même un jeu où il faut, quand on va chercher nos tuiles, on va avoir à la version, et en fait, avant tout, il y a 2 versions. Il y a une version familiale, puis il y a une version expert. Et dans la version familiale classique du jeu, on va avoir 4 architectes qu'on va utiliser pour aller chercher justement les cartes, les tuiles qu'on va placer sur notre plateau personnel. Donc, par exemple, si on a qu'on prend notre architecte numéro 4, on va pouvoir aller chercher la carte, la tuile qui est en 4e position sur le plateau et la placer sur notre plateau, soit dans notre rangée 4 ou dans notre ligne 4. Donc, il y a ça à penser dans le jeu qui, je pense, trouvait peut-être un peu difficile au début à comprendre que je peux le placer dans cette ligne-là et dans cette ligne-là. Je peux pas le placer où ce que je veux sur mon plateau. Donc, ça, c'est quand même intéressant dans le jeu. Puis, contrairement à la version expert où les architectes sont communs à tout le monde, donc on peut aller chercher 2 fois le chiffre 2
qui rend une stratégie un peu plus différente. Dans la version classique, on a vraiment notre architecte 1, 2, 3, 4. Donc, on sait qu'on va placer une tuile dans notre ligne 1 ou notre rangée 1, dans notre ligne 2, rangée 2 à chaque tour. Donc, il y a ça à penser dans la version classique. Mais ce qu'on a trouvé par rapport aux deux versions des règlements, c'est qu'il n'y en a pas vraiment une qui est plus compliquée que l'autre. Là. La version expert, c'est pas vraiment plus difficile à expliquer que Non, la c'est version ça. classique. Là. Donc, je pense que la prochaine fois qu'on va jouer, on va introduire la version plus expérimentée dès le départ. Là. Mais je pense que la grosse différence, c'est qu'il y a plus d'options de faire des points. Et peut-être faut penser un peu plus, vu que les architectes sont communs à tout le monde, ben il faut penser un peu plus à quel chiffre qu'on a besoin, puis ça se peut qu'on se fasse voler les chiffres qu'on a besoin. Ouais. Mais encore là, peut-être ça va être pas si compliqué que ça, parce que tu penses, je veux placer en 2, ben je vais aller chercher l'architecte 2. Puis après, c'est la tuile que j'ai besoin aussi. Hein. C'est sûr qu'il faut combiner les 3 éléments ensemble, mais je pense pas que ça va être si compliqué, plus complexe à comprendre que la version classique. Là. Non. C'est sûr que c'est un peu plus solitaire et chacun pour soi que Ticket to Ride, parce que dans Ticket to Ride, oui, chacun a ses objectifs propres, mais ça peut arriver là, qu'un joueur vienne nous bloquer ou quelque chose comme ça, tandis que dans ce jeu-là, le pire qui peut arriver, c'est que quelqu'un prenne la tuile qu'on voulait, mais souvent, il y a aussi d'autres options pour aller chercher cette tuile-là ou une tuile pareille. Il n'y a pas juste un exemplaire de chaque tuile, donc il y avait un petit peu moins de compétition, j'ai trouvé. Ce que j'ai remarqué aussi dans le jeu, à date avec les parties qu'on a jouées, c'est que c'est quand même important d'être premier joueur, là, surtout quand on joue à 4, parce que on se ramasse des fois dans les 2 ou 3... Il y a 4 rondes dans le jeu, peut-être dans la 3e ronde où on va avoir de la misère à aller chercher une tuile qu'on a besoin en fin de manche, parce que l'architecte qui nous reste nous donne sur des cases vides ou nous donne sur des tuiles qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc si on est premier joueur, on va avoir plus d'options à chacun des tours là, de sélection de tuiles. Donc c'est un jeu qui a des très belles composantes et qui est attrayant, très beau attrayant, graphisme. Il y a aussi dans la boîte là, la manière dont on range les tuiles, il y a un petit insert là, qui nous permet de ranger toutes les affaires, puis c'est vraiment très bien fait. Ce qui explique peut-être que le jeu est quand même assez dispendieux. Je trouve que pour les familles, c'est peut-être un petit peu trop cher pour ce que c'est. Nous autres, on a comme hésité pendant un petit bout à se le procurer parce qu'on trouvait que c'était justement un peu trop cher, puis on attendait d'avoir une bonne affaire pour l'acheter. Finalement, je n'ai même pas vraiment acheté à rabais. Je pense que j'ai juste acheté parce que j'avais le goût de l'acheter. Puis c'est ça. Mais c'est vrai qu'il est un peu dispendieux, autour de 70$ pour un jeu peut-être plus familial. C'est vrai que pour ce prix-là, on peut avoir des fois des jeux un peu plus avec un peu plus de corps, un peu plus de... Mais bon, ça reste... c'était quand même un très bon jeu quand même, je l'aime bien, moi, ce petit jeu-là. Qui dure environ une 60aine de minutes, à peu près le même temps que les Aventuriers du Rail. Les parties sont environ autour d'une heure, ce qui est très bien là, pour un jeu familial. Donc ça fait pas mal le tour de Quadropolis. Un autre jeu qu'on a joué récemment, c'est World Without End, un monde sans fin. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs sorti en 2009, créé par Michael Rennick et Stephen Stadler, publié par Mayfair Games. C'est un jeu qui est dans la suite en fait de Les Pieds de la Terre, mais en fait c'est pas la suite du jeu, c'est que si vous vous souvenez, Les Pieds de la Terre c'est tiré d'un livre de Ken Follett, et Un monde sans fin c'est pas vraiment la suite de Les Pieds de la Terre, mais ça reste dans la même thématique un peu, mais avec je pense que c'est 200 ans plus tard, puis il y a un peu de référence à certains personnages qui étaient dans Les Pieds de la Terre. Mais dans le fond, ils ont fait aussi un jeu par rapport à ce livre-là qui est quand même différent par rapport au Pied de la Terre, mais qui a un design qui est assez similaire, très beau, très attrayant. Mais... Même thématique aussi, là. On construit, même thématique, on construit des bâtiments. Une cathédrale, ça va dans la thématique du livre encore là. Et le jeu, en fait, en gros, c'est comme elle le disait, on va construire des bâtiments c'est pas mal la principale façon de faire des points, en plaçant des cubes qui va nous donner des points à chaque fois. Et il y a aussi d'autres petites façons dans le jeu de faire des points, mais ça reste un jeu où le but c'est de faire le plus de points
de victoire possible au cours de la partie. Il va y avoir dans le fond 4 phases dans le jeu, 4 périodes d'année où il va y avoir des événements à chaque tour de jeu. Chaque joueur va révéler un événement à son tour et on va vivre avec ces conséquences-là et on va faire nos actions en conséquence de ces événements-là. Et on va toujours jouer 4 actions sur les 8 qu'on a de possible. Dans le fond, on joue nos actions selon des cartes qu'on a en début de partie. C'est toujours les mêmes cartes pour toute la partie et on va toujours en choisir 4 dans chacune des phases. Donc au total, on va jouer 16 actions dans la partie qui va nous permettre de faire le plus de points de victoire possible. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette mécanique-là de sélection d'actions. Par exemple, on a trouvé que c'était un peu propice à l'analysis paralysis, là, c'est-à-dire que quelqu'un peut prendre vraiment beaucoup de temps à décider quelle action qu'il peut faire parce que les actions sont très différentes l'une de l'autre, puis il faut calculer un peu avant de choisir combien on va faire de points. Puis il y a aussi les événements là, qui peuvent venir influer. Là. Moi, c'est déjà arrivé que j'avais choisi qu'au prochain tour, j'allais faire une certaine action, puis que là, l'événement est venu modifier ma stratégie, donc il faut s'adapter en fonction des différents éléments, puis aussi en fonction de qu'est-ce que les autres joueurs ont fait. Il y a aussi dans ce jeu-là quelque chose de particulier, c'est qu'à la fin de chaque tour, il faut avoir en notre possession des jetons là, qui représentent différents éléments que ça nous prend pour survivre. Et si on n'a pas ces jetons-là, ben on va perdre des points. Donc, il faut essayer de se concentrer premièrement à essayer de survivre, à voir ce que ça prend pour pas perdre de points. Et ensuite, ben essayer d'aller faire des points supplémentaires. Mais déjà, survivre, c'était quand même assez difficile. Ouais. On perd des points, puis en plus, il y a un effet négatif. Ça fait qu'au début de notre autre tour, il y en a un de ces effets-là, par exemple, qui nous empêche de jouer notre première action. Donc ça, c'est quand même pas très intéressant d'avoir cet effet négatif-là dans le jeu, vu que, comme on disait, il y a seulement 4 phases. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc il faut vraiment bien penser à toujours survivre, puis ensuite, on essaie de faire des points. Donc c'est un peu ça le jeu, sinon on n'arrivera pas à être très compétitif si on fait pas ça. Et pour revenir aux actions, pourquoi ça peut mener à l'analysis paralysis, c'est que à chaque fois qu'on en sélectionne une, il faut aussi en sélectionner une autre qu'on ne jouera pas. Donc à chaque fois qu'on en joue une, il faut décider tout de suite à l'instant lequel qu'on ne joue pas. Je pense que c'est ça qui cause un peu de choix difficiles au cours de la partie. Puis selon ce qu'on a pu voir, ben il y a beaucoup d'événements différents qui sont dans la boîte. Donc selon nous, ça offre une bonne rejouabilité parce que les parties vont être différentes en fonction des événements qu'on a pigés ou pas au départ. Puis par rapport au pilier de la Terre, je dirais que c'est à peu près la même durée de jeu. Par contre, c'est des mécaniques là, complètement différentes. Les piliers de la Terre, c'est du placement d'ouvriers, alors que World Without End, ben, c'est plus une sélection d'actions. Ouais, c'est ça. Puis, si vous avez déjà lu le livre, si vous ne l'avez jamais lu, je vous le recommande, c'est un très bon livre. Et le jeu est assez représentatif du livre. Ouais. On sent vraiment qu'on s'achante sur nous. Dans le livre, c'est la peste qui est là, et là, la maladie est là. On sent que le jeu veut s'acharner sur nous pour pas qu'on réussisse à survivre ou à faire des points là, dans ce cas-ci du jeu. Là. Donc, l'édition du jeu qu'on a essayé, ben, c'est la première qui a été publiée en anglais. Et vers la fin de la partie, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques affaires dans les règlements qui n'étaient pas super claires. Les événements aussi, c'était pas trop clair, là, qu'est-ce qu'il voulait dire dans le texte des cartes. Donc ça, c'était un aspect qui était un petit peu moins le fun. Là. Moi, il y avait des choses que je voulais faire, puis là, c'était pas clair. Je savais pas trop si je pouvais ou pas, puis on trouvait pas la réponse dans le livret de règlement. On a quand même pas pris le temps d'aller voir sur Internet c'était quoi, mais je trouve ça plate qu'on soit obligé là, de se poser autant de questions. Il aurait pu mettre un petit peu plus de détails dans les règlements. Donc, Pour nous, c'est un jeu qui va être à se procurer parce qu'on a déjà les piliers de la Terre puis on aimerait ça compléter le duo, mais on va essayer de trouver peut-être une édition où ces petits problèmes-là dans les règlements ont été corrigés. Oui, avec le joueur avec qui on a joué, il nous avait dit, lui, il a aussi joué la version en français puis il disait que déjà ces problèmes-là avaient été réglés là, dans l'édition en français, donc ça va être peut-être celle-là qui va être mieux à se procurer. Là.
Mais c'est un jeu qui est plus en impression, là, ouais, ce que j'ai cherché un peu sur différents... sur le Valet de cœur, l'imaginaire et tout ça. Et bon, c'était tout out of print pour l'instant. Donc peut-être acheter plus de versions usagées. On va chercher ça attentivement. Et aussi, un dernier petit point que je voulais rajouter, une mécanique qui était assez intéressante dans le jeu. On disait qu'il y avait des événements, mais sur les cartes événements, il y a une espèce de losange sur la carte qu'on va positionner cette carte-là et ça va donner le revenu de chacun des joueurs. Donc il faut se positionner, il faut décider quel va être notre revenu pour ce tour-ci et quel va être le revenu aussi des autres joueurs. On va peut-être les avantager quand on va sélectionner notre revenu. Ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Et aussi, ce positionnement-là va déterminer de combien on avance sur une case qui nous donne des bonus aussi quand c'est nous le premier joueur. Donc, j'ai vraiment aimé ce petit aspect-là. J'avais jamais vu ça, je pense, dans un jeu. Donc, il y a des aspects assez innovateurs dans celui-là et aussi dans les Piliers de la Terre. Là. Ils sont vraiment intéressants, ces deux jeux-là, un petit peu similaires, là, mais différents en même temps, puis des choses qu'on n'a jamais vues. C'est vraiment bien fait. Ouais, un très bon jeu de World Without End. Pour terminer nos expériences de jeu, le dernier qu'on avait à vous présenter, c'est Gaïa, un jeu pour 2 à 5 joueurs sorti en 2014. Créé par Olivier Rolco et publié par Tiki Éditions. C'est un jeu québécois de placement de tuiles. Pour placer les tuiles, il faut jouer des cartes. Donc, on a aussi des cartes dans le jeu. Et le but du jeu est de placer tous les meeples qu'on a en notre possession. Et pour placer ces meeples-là, dans le fond, on peut les mettre sur des cités qu'on va placer sur les tuiles là, qui sont dans le milieu de la carte. Pour placer une cité, il faut satisfaire les besoins de la cité. Puis les besoins de la cité, ben, ça peut être des ressources environnantes. Là. Par exemple, cette cité-là, il faut la mettre à côté de l'eau, de la forêt et du marécage. Donc, si on satisfait au moins 2 besoins de la cité, on peut la placer dans le milieu de la table et mettre un meeple dessus. Si on satisfait tous les besoins de la cité, on peut mettre 2 meeples dessus. Mais par contre, si on satisfait, disons, juste 2 besoins de la cité et un autre joueur vient placer un besoin supplémentaire, lui, il va pouvoir nous voler la cité. Donc, il y a de la compétition comme ça qui se fait là, par rapport aux cités. Il y a aussi des points qui peuvent se faire en remplissant des objectifs de tuiles placées là, qui sont communs à tous les joueurs. Par exemple, si je place 2 tuiles d'eau, ben, je vais pouvoir aller mettre un meeple sur la carte objectif qui était de placer 2 tuiles d'eau. Et je vais faire des points à la fin de la partie, puis c'est pas des points, je vais pouvoir me débarrasser de mes meeples. Et dans le fond, ces meeples-là qui sont placés là, l'autre joueur pourra pas venir nous les enlever. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Puis il y a aussi quelque chose qui vient changer le cours de la partie, c'est les catastrophes naturelles. Il y a différentes cartes de catastrophes naturelles qui sont disponibles. Puis, par exemple, il y en a une que c'est un éclair et ça fait qu'on peut aller détruire une cité. Donc, on va pouvoir faire perdre des points à l'adversaire. De cette façon-là, il y a différents pouvoirs là, pour les catastrophes naturelles. Ouais, c'est un jeu assez intéressant qui joue quand même très bien à 2 joueurs, d'un beau graphisme, là, c'est très coloré, c'est très beau. Des cités, il y a des bâtiments célèbres, comme on a, exemple, le Château Frontenac, je pense, vu que c'est un jeu québécois, le créateur a voulu mettre des bâtiments célèbres d'ici. Il y a aussi plusieurs niveaux de règlement dans le jeu. On peut jouer version de base, qui est plus familiale avec des enfants, où il y a un petit peu moins de compétition parce qu'on peut aussi, on ne déplace pas l'adversaire quand on va se placer sur une cité, mais on va aussi ajouter notre meeple sur cette cité-là. Donc, on est un petit peu moins compétitif, mais plus on ajoute des règlements, je pense que plus ça satisfait vraiment à des joueurs un peu plus expérimentés dans les jeux de société. Donc je pense que c'est ça qui est très bien dans un jeu quand il y a plusieurs niveaux de règlements. Donc les premières parties qu'on a jouées de ce jeu-là, ben on avait joué avec les règlements plus de base et au fur et à mesure on a ajouté des règlements. Puis je dirais que notre appréciation pour le jeu a grimpé en même temps que le niveau de règlement. Là, avec tous les règlements, c'est un jeu qui est très intéressant. Puis là on va essayer de rejouer plus de parties là, pour avoir une meilleure idée. C'est un jeu, je pense qu'on peut sortir quand même de temps en temps, qui va être quand même agréable. Puis c'est un jeu qui est assez court, là, environ une demi-heure, je pense qu'on a fait une partie. Là, c'est pas très long, puis quand même beaucoup de plaisir. Un petit placement de tuiles intéressant avec une mécanique différente, que c'est de placer nos meeples au lieu de
de faire des points. C'est vraiment, on place tous nos meeples puis on a gagné ça, on a réussi à faire ça. Donc c'est quand même très intéressant à ce niveau-là pour le jeu Gaïa. Et c'est aussi ce qui fait le tour de nos expériences de jeu pour cet épisode-ci. On va terminer avec les projets québécois qu'on avait à vous présenter. Donc, il y a plusieurs événements qui s'en viennent. Je laisse Jean-Philippe vous en parler. Alors oui, premier événement qui a lieu la fin de semaine du 19 et 20 novembre 2016, donc cette fin de semaine. Et c'est le Salon du jeu et du jouet de Québec qui, comme à l'année passée, donc c'est la 2e édition, va avoir lieu au Centre de foire d'Exposité de Québec. C'est 13$ pour les adultes et 11$ pour les étudiants. Et ils ont annoncé que ça allait être 2 fois plus gros que l'année passée. Donc on va sûrement avoir un plus grand espace de la revanche avec plus d'éditeurs de jeux ou de créateurs. Donc il y a quand même plusieurs partenaires là, sur le site que vous pouvez aller voir. Je pense que ça va être très intéressant encore cette année. Il y a aussi, c'est pas un salon seulement pour les jeux de société, il y a aussi des jeux vidéo si ça vous intéresse. J'ai vu qu'il y allait avoir de la réalité virtuelle là, qui est à la mode ces temps-ci. Donc si ça vous intéresse, je pense que c'est un bel endroit à aller, c'est pas trop cher. Puis je pense que ça va être très intéressant. Nous, c'est sûr qu'on va aller faire un tour en fin de semaine. Il y a aussi un autre salon qui est à Montréal, la même fin de semaine, c'est le salon du jeu de société. Donc c'est au collège Maisonneuve et c'est gratuit. Nous on était allés l'an dernier, c'était pas au même endroit, là, ça change de place cette année, mais on avait vraiment aimé notre expérience. On avait pu découvrir beaucoup de nouveaux jeux, puis les espaces pour jouer, là, c'était le fun aussi. Donc j'ai hâte de voir ça. Je suppose que ça aussi ça va être plus grand que l'année passée. Donc à voir, et c'est gratuit en plus. Oui, c'est ça, je pense que ça va être très intéressant. Moi j'avais bien aimé qu'il y avait des éditeurs comme des distributeurs comme ILO 307 qui eux présentaient certains de leurs jeux qu'ils distribuent, comme on avait essayé Seven Wonders Duel l'année passée. Donc ça avait été très bien. Il y a des tournois aussi qui sont annoncés, donc j'ai hâte de voir si on va pouvoir en faire dépendant du moment où est-ce qu'on va y aller. Il y avait aussi j'espère qu'il va y avoir encore ça, je pense que oui, du monde avec leur prototype de jeu, ça j'avais bien aimé, c'était le fun d'aller essayer ça. Donc j'ai hâte d'aller voir ça cette fin de semaine. On va aller faire un petit tour à Montréal pour aller voir ça. Le dernier événement qui est un petit peu plus loin de chez nous, c'est la convention annuelle de jeux de société 2016 de Ludo Outaouais. C'est la fin de semaine du 25 au 27 novembre 2016. Et c'est à Gatineau que ça va avoir lieu. Et ce que j'ai compris de Ludo Outaouais, ça me fait penser un peu, pour ceux qui sont de Québec, à les Journées ludiques de Québec, un organisme à but non lucratif qui organise comme ça chaque année un événement. Et ça va être du jeu libre-service en grande partie avec des tournois et des démonstrations de jeux. Oui, donc vu que c'est un petit peu plus loin de chez nous, comme Jean-Philippe disait, cette année, je pense pas qu'on va pouvoir y aller. Par contre, peut-être une année prochaine, on pourra participer à cet événement-là. Ça a l'air très bien aussi. Oui, ça a l'air très intéressant parce qu'on est quand même été fan de les Journées ludiques de Québec où on a eu un très beau moment. Donc, probablement que c'est un événement qui nous attire beaucoup. Donc, si vous allez faire un tour, donnez-nous-en des nouvelles. Là. On serait très curieux de savoir qu'est-ce qui se passe là. Oui, effectivement. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour de cet épisode-ci. C'est ce qui la conclut. Donc, on vous invite, comme à l'habitude, à aller nous laisser des commentaires là, sur les différentes plateformes qu'on vous a mentionnées tantôt. Et encore une fois, merci de nous avoir écoutés et de nous suivre. Et à la prochaine fois!